Si c'est ce logo qui représente le Disney de votre enfance, alors vous êtes probablement, comme moi, né dans les années 80 ou 90. Et c'est ce qu'on appelle la période Renaissance de Disney. Mais qui correspond à une époque clairement révolue depuis. Le Disney 2020, lui, rejette ce passé, il ajoute des avertissements sur ses œuvres classiques. Et laisse des actrices de live action renier publiquement les œuvres originales, jugées trop dépassées pour l'audience moderne. Mais il y a un problème car le Disney moderne lui enchaîne flop sur flop. Si sur les tapis rouges tout le monde garde le sourire, en coulisses ce sont les plans de licenciement et les réductions de coûts qui accompagnent les procès avec ses stars, ses actionnaires ou même l'État de Floride. Quand ce n'est pas tout simplement Elon Musk qui insulte publiquement le PDG Bob Iger sur fond de querelles liées à des boycotts publicitaires. Go yourself. Hey Bob. Pourquoi la magie est-elle morte? Si artistiquement tout le monde a le droit d'avoir un avis différent sur ce qu'il voit à l'écran, financièrement, pas de doute, El Famoso public moderne n'a jamais été au rendez-vous ni des sorties ciné ni des réservations de chambres dans l'hôtel Star Wars de Disney World, qui sera finalement démoli un an après son ouverture. Et oui, Disney a jeté des milliards par la fenêtre d'Overton. L'argent s'est envolé, mais chut, il ne faut pas en parler. Et c'est 100 fois pire du côté de la bourse où Disney dégringole à son niveau de 2015. Mais en général, c'est là que le prince charmant arrive, sauve la princesse et s'empare du château, non? Eh bien, arrive Nelson Peltz. Alors, on aurait pu trouver mieux, mais comme investisseur connu pour réorienter des entreprises en déroute, faisant un paquet de pognon au passage, on est sur du grand requin blanc. En 2024, à l'occasion de l'élection du conseil d'administration de Disney, Nelson Peltz a mis le pied dans la porte, pointure environ 30 millions, avec lesquels il a fait campagne pour essayer d'obtenir des sièges au conseil d'administration de l'entreprise, sous le slogan « Restore the Magic ». Il faut redresser la barre, refaire du Disney classique, des œuvres intemporelles, et surtout arrêter avec cette lubie de l'audience moderne. Et paf le chien, à la sortie, le personnage principal est lamentablement mort au combat, 94% des votes sont allés à la direction en place. Alors tout ça nous laisse avec deux questions plus qu'intrigantes. Pourquoi Disney est si parfaitement satisfait de son effondrement et qui accepte encore de financer tous ces flops? Eh bien j'ai suivi le déroulement de cette affaire pendant quelques semaines et vous allez voir qu'à la fin, le karma ça vous rattrape toujours. 3 avril 2024, c'est l'élection du conseil d'administration du mastodonte Disney. Après une campagne à 70 millions de dollars, c'est bien plus qu'une élection présidentielle française, si on s'en tient au montant officiel bien sûr. Ça fait des jours que des milliers d'actionnaires votent pour décider du destin de Disney et de sa stratégie. Et Bob Iger, lui, il fulmine en privé contre Nelson Peltz, qu'il appelle la perturbation. Juste avant le jour J, tout se passe au mieux pour Iger. Il y a même des fuites dans la presse concernant l'état du vote, ce qui avantage son camp même si c'est illégal. Mais si ça coûte si cher que ça de se faire élire chez Disney, c'est qu'il y a énormément de petits actionnaires à convaincre. Pour les dirigeants qui auraient les grands fonds actionnaires comme BlackRock ou Vanguard dans la poche, eh bien ce n'est absolument pas suffisant pour remporter l'affaire. Alors pour aller chercher tous ces milliers de petits votes, eh bien il faut faire campagne. Et Iger a mis les grands moyens en clip promotionnel, comme celui-ci où le cousin allemand de Picsou explique aux votants comment le réélire avec son équipe. Friends, relatives, and esteemed chairman, you're probably wondering what we're all doing here today. Now, let's begin. Remember, it's important you vote only for Disney's 12 nominees using the white proxy card. Do not vote for the Trian Group or Blackwell's nominees. Please do not use the blue or green proxy cards. Got another difficult question for the professor? Thank you, Professor. I think our shareholders are now well informed on how to vote for their board. Et oui, vous ne rêvez pas, on est bien chez Disney, l'entreprise qui explique depuis des années qu'une œuvre a vocation à représenter son public. Et bien pour une vidéo destinée aux actionnaires, le fameux personnage représentatif est un vieux canard allemand qui demande à tout le monde de voter pour la whitelist. Non, j'ai rien inventé. Peltz, lui, est arrivé avec sa campagne Restore the Magic. Et dans sa bouche, cela veut surtout dire Restore mes profits. Mais n'y voyez pas forcément de la cupidité, car dans le système américain de retraite sans répartition, eh bien la vie de beaucoup de gens dépend des fonds comme celui de Nelson Peltz
ou des bénéfices de Disney. Et ce petit détail sur le sort du retraité américain aura son importance à la fin. Peltz, lui, cela fait des mois qu'il fulmine, car c'est son portefeuille qui brûle. Il est le plus gros des actionnaires indépendants de Disney, et il n'apprécie pas du tout les reboots de Disney, encore moins quand il s'agit de rebooter le CEO Bob Iger qui avait normalement démissionné en 2020. Et c'est peut-être aussi en voyant sa retraite fondre comme neige au soleil que l'ancien directeur financier de Disney, Jay Rasulo, a décidé de s'associer à Peltz pour forcer un retour aux fondamentaux. Pour convaincre les votants, le duo va publiquement taper sur la politisation de la direction Iger. Mais tout ça c'est un peu du blabla pour la télévision, attendez de voir la suite. Pour convaincre les votants institutionnels comme BlackRock, ceux censés regarder combien il reste réellement de pièces dans le coffre de l'oncle Picsou, Peltz et Rasulo vont plus discrètement sortir une petite bombe que j'ai réussi à sauvegarder avant qu'ils ne la suppriment de leur site de campagne. Et il s'agit d'un document de 133 pages qui détaille tous les problèmes financiers et de gouvernance de Disney entre 2015 et 2023. Et Jay Rasulo, qui connaît l'entreprise comme sa poche, eh bien nous allume la lumière dans le placard à cadavres. Alors pour la faire courte, sur environ 10 ans, le leader Disney fait 400% moins bien que ses concurrents directs en performance financière. Et en gros, Disney ne dégage presque plus de marge de ses activités médias, chaînes d'infos, télévision, streaming, cinéma. Et suivant les sujets, on est même sous assistance respiratoire car ils sont financés à perte. Mickey fait surtout remonter le flot des profits grâce aux parcs et chaînes de sport. À la lecture de tels chiffres, on comprend pourquoi la cible de Disney World et de certaines œuvres serait devenue les jeunes couples de salariés sans enfants, les Dinks. Pourquoi? Car il faut à tout prix ameuter des gens avec un très fort pouvoir d'achat au parc, de manière à pouvoir leur vendre des sabres laser en plastique à 400$, des tarifs clairement prohibitifs pour les familles de la classe moyenne. Mais presser le citron qu'est devenu Disney World jusqu'à saigner des mains, eh bien c'est indispensable pour Mickey s'il veut encore dégager des profits. Le problème est surtout sur le long terme, car sans les familles, qui va donc s'occuper d'élever la prochaine génération gratuitement dans le culte de la marque? Ce mécanisme de transmission qui dure depuis 100 ans chez Disney est en train de se casser. Mario est désormais plus connu chez les enfants que Mickey. En 2023, c'est le film Mario qui sera capable de générer 1,36 milliard de dollars au box-office, alors que Wish, qui était à la fois le Disney de Noël et le Disney censé marquer les 100 ans de la marque, eh bien c'est lamentablement planté avec seulement 250 millions de dollars de recettes. Et lorsqu'on enlève les 50% que gardent les cinémas, eh bien c'est également un crash financier. Et un énième flop pour Disney et sa fameuse audience moderne. Dans le reste du rapport financier de Rasulo, qu'il aurait probablement fallu piéger au Bois de Boulogne en 2015 pour obtenir de telles confessions, les pages s'enchaînent dans une véritable litanie d'objectifs ratés, d'histogrammes virant au rouge, des courbes descendantes et des pourcentages négatifs. Picsou peut avoir la goutte au front, le coffre est en train de se vider, et à la fin on comprend que Disney ne gagne pas €1 de plus en 2023 comparé à 20 ans auparavant. Oui, vous avez bien entendu, malgré quasiment 100 milliards d'investissements, le rachat de la Fox, le rachat de Marvel, le rachat de Pixar, le rachat de Lucasfilm, le développement du streaming et des chaînes de télé, tout ça n'a strictement servi à rien et ne rapporte pas €1 de plus à la firme. Et sans vouloir taper sous la ceinture, si en plus on prend en compte l'inflation, eh bien l'arc Bob Iger de Disney est un véritable désastre. Et pourtant, de BlackRock au petit fonds de pension en passant par l'investisseur individuel, tout le monde vient de voter pour que cela continue, même George Lucas, le papa de Star Wars, qui a pourtant vu son œuvre brûler figurativement, être assassiné figurativement et littéralement terminer sa vie en sous-catégorie d'une plateforme de streaming qui n'est même pas leader du marché. Et bien tout ça, c'est un petit peu la faute de ce qu'on appelle le capitalisme des parties prenantes et de son scoring ESG. Pour les vieux Picsou comme Nelson Peltz, le client devrait être le roi et l'objectif de l'entreprise devrait être de faire des bénéfices pour ses actionnaires. Mais ça, c'est le capitalisme des années 80-90 et comme pour Disney, c'est désormais une période révolue. Dans le capitalisme des parties prenantes, les entreprises sont également soumises à une sorte de crédit social. Quand un score ESG
projet et de diversité est suffisamment bon, alors l'action est achetée automatiquement par tous les grands fonds de pension et les institutions financières. L'achat des actions comme Disney commence à dépendre de son score social et plus forcément de la satisfaction de ses clients, ni de la rentabilité financière qui en découle. Tout ça est écrit noir sur blanc et a vocation à impacter ce que fait l'entreprise devant et derrière l'écran. Et ce robinet à subvention, qui ne représentait rien en 2015, devrait atteindre 45 trilliards aux alentours de 2030. Mais voici le retournement final de cette histoire. L'ironie du sort, c'est que parmi les petits 4% qui ont voté pour Nelson Peltz, il a trouvé un soutien institutionnel auquel je ne m'attendais pas du tout. Il s'agit de CalPERS, un signe plutôt fort que tout ceci serait sur le point de changer. Car CalPERS est tout simplement le fonds de pension qui gère la retraite des fonctionnaires californiens. Ils jouent au jeu des ESG depuis très longtemps et qui en ont peut-être enfin marre d'y perdre de l'argent. Pension, once $49,000 a year, will now drop to a little more than $19,000. Mais ça c'est peut-être le karma, car au départ, eh bien ce sont eux qui sont à l'origine du scoring social et du système ESG. Et oui, c'est bien eux qui ont allumé la mèche en 1989, mais ça c'est une autre histoire de fou qui prend 15 minutes de plus à raconter, et si vous n'avez pas apprécié cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. En revanche, si cette vidéo vous a plu, eh bien je vous remercie pour votre abonnement, et je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. Boy, that is the real thing.